En ce début de l'année 1942, l'issue des combats en Europe comme dans le Pacifique est incertaine. Le commun des mortels ne peut pas savoir que cette année-là va marquer un tournant dans la guerre. En 1940 et 1941, la Grande-Bretagne de Winston Churchill a dû tenir le coup à peu près seule devant les assauts répétés des hordes nazies. Mais, comme va le prouver la suite de l'histoire, la mise en cause de l'URSS et des États-Unis va renverser l'équilibre des forces. Pour les Canadiens, de Vancouver à Halifax, la grande affaire du moment est celle du référendum. Il ne faut cependant pas être devin pour en deviner le résultat. Pour une première fois au pays, on a sondé les esprits selon les méthodes du docteur George Gallup, qui ont fait leurs preuves en Angleterre et aux États-Unis. Une fois de plus, elles s'avéreront justes. En 1942, c'est surtout toute la guerre qui occupe la place. Depuis 1939, le gouvernement fédéral a pu accroître ses pouvoirs au détriment des provinces. Il gouverne même par décret. Il a créé le ministère des Munitions et de l'Approvisionnement. Il invite les usines à se transformer en usines de guerre. Il invite, faute d'hommes, il invite les femmes à entrer sur le marché du travail. D'ailleurs, c'est le gouvernement fédéral, dès 1942, qui va créer les garderies au Canada. Et tous les produits de consommation courante sont rationnés. Le pain, le lait, l'huile, le beurre, le cuir, la laine, le bois de chauffage. Tout est rationné au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les Canadiens vont faire un grand effort de guerre à ce moment-là. De 1939 à 1945, ils vont souscrire 12 milliards de dollars pour l'achat de bons de la victoire. C'est la deuxième fois dans ce siècle, qui n'a pas 50 ans, que le monde est à feu et à sang. Le 11 novembre 1918, l'armistice est conclu. En 1919, les adversaires d'hier signent le traité de Versailles qui, entre autres choses, redessine la carte de l'Europe et limite le champ d'action de l'armée allemande. En quelque sorte, le traité de Versailles est considéré en Allemagne comme un diktat, c'est-à-dire une paix imposée par les vainqueurs aux vaincus. Il a été préparé en l'absence des vaincus, l'Allemagne, entre autres, et on a lancé un ultimatum en juin 1919 au gouvernement allemand, selon lequel s'il ne signait pas ce traité, alors les Alliés reprendraient les opérations militaires contre l'Allemagne. Et dès le départ, il y a un profond révisionnisme en Allemagne, c'est-à-dire que dans toutes les couches de la société allemande, on retrouve des gens qui veulent revoir ce traité de Versailles-là. Et non seulement chez les factions politiques extrémistes, la droite conservatrice entre autres, mais également chez les démocrates. Le traité limite les forces allemandes à un maximum de 100 000 hommes et interdit à l'armée la possession de chars d'assaut, d'artillerie lourde et d'avions de combat. Évidemment, les militaires vont chercher un moyen pour pouvoir contourner ces clauses du traité de Versailles. Ils vont conclure un traité avec l'Union soviétique en 1921 par lequel l'Union soviétique va fabriquer des chars d'assaut, des avions de combat pour le compte de l'Allemagne. Et l'Allemagne va envoyer des soldats en Union soviétique pour s'entraîner, manier ces nouveaux armements. Dans le fond, l'armée allemande, dès le début des années 20, prépare déjà la nouvelle guerre, cette guerre de revanche. Les lourdes réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles, de même que la dépression mondiale des années 30, plongent le pays dans un marasme économique sans précédent. Le marque allemand ne vaut plus rien, le chômage est endémique. Ce contexte pénible favorise l'ascension d'Adolf Hitler qui prend le pouvoir le 30 janvier 1933. La haute bourgeoisie allemande, les dirigeants militaires ont souscrit à son accession au pouvoir parce que pour eux, Hitler était l'homme qui pouvait permettre de réaliser leurs objectifs, c'est-à-dire affranchir l'Allemagne des contraintes du traité de Versailles, qui limitaient lourdement la souveraineté de leur pays, mais aussi de pouvoir reconquérir un espace vital en Europe de l'Est, aux dépens de l'Union soviétique, mettre la main sur l'Ukraine, considérée comme le grenier à blé de l'Europe, mettre la main sur la région du Caucase, riche en matières premières, en ressources pétrolières. En mars 1933, le Japon quitte la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, qui l'a blâmé pour son agression de la Mandchourie. Au mois d'octobre suivant, c'est au tour de l'Allemagne hitlérienne de claquer la porte. Le Führer n'est pas content de la tournure qui prennent les discussions sur le désarmement. En 1935, Hitler décrète le retour du service militaire obligatoire en Allemagne, qui constitue une entrave au traité de Versailles. L'année suivante, il remilitarise la région de la Rhénanie, ce qui constitue une autre entrave au traité de Versailles.
Mussolini a également pour idée d'agrandir l'Empire italien. Il envahit l'Éthiopie en 1935 et à ce moment-là, la Société des Nations va condamner l'action militaire des Italiens et va imposer un embargo contre l'Italie. Et Hitler va saisir l'occasion, il va venir en aide immédiatement à l'Italie en lui procurant des matières premières qui lui font défaut, ce qui va aider au rapprochement entre Berlin et Rome. Et à partir de ce moment-là, Hitler va débuter son programme d'expansion à l'Est, notamment avec l'annexion de l'Autriche en mars 1938. Et il va se poursuivre ensuite par l'annexion des Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie, peuplée essentiellement d'Allemands, majoritairement d'Allemands. Hitler prépare la guerre, mais à Londres, Paris ou Washington, on rêve de paix. En septembre 1938, à Munich, se tient une conférence qui réunit les gouvernants français, anglais, allemands et italiens. Hitler promet d'être sage, les Anglais et les Français rentrent chez eux rassurés. Un mois après les accords de Munich, il va déjà revendiquer la ville de Danzig et le corridor polonais qui avait été octroyé par le traité de Versailles à la Pologne. Et en mars 1939, Hitler poursuit son programme d'annexion en mettant la main au reste de la Tchécoslovaquie qui va tomber sous protectorat de l'Allemagne. Mussolini emboîte le pas aux fureurs. L'Italie met la main sur l'Albanie. Il flotte une très forte odeur de poudre sur toute l'Europe et elle se sent jusqu'ici. L'opinion publique, tant canadienne que québécoise, s'inquiète. Si jamais la Grande-Bretagne entrait en guerre contre l'Allemagne, quelle devrait être la position du Canada? C'est pas la première fois que se pose le problème de la participation du Canada à une guerre étrangère. Dès 1899, par exemple, avec la guerre des Boers, on pose la question. Les Boers habitent le sud de l'Afrique, l'État libre d'Orange et le Transvaal, et c'est un des rares peuples africains à avoir résisté au 19e siècle à l'Angleterre. Voilà qu'arrive 1899, l'Angleterre dépêche sur place 360 000 soldats. Laurier, qui est premier ministre à ce moment-là, a subi de très fortes pressions du Canada anglais, de membres de son cabinet. Mais au Québec, il y a tout un courant dirigé par Henri Bourassa qui dit non, faut pas s'engager, ça, on va créer là un précédent. Mais finalement, Laurier décide que oui, le Canada va prendre fait et cause pour l'Angleterre. Ça va être une participation modeste, 8 millions de dollars, 3300 soldats. Mais il n'empêche qu'il a créé là un précédent. Et le problème va se poser à nouveau en 1917. En mai 1917, précisément, le premier ministre canadien Borden, cette fois-ci, est convoqué à Londres. Il se fait dire à Londres, cher copain, la guerre dure, on manque de soldats. Il va falloir que vous décrétiez chez vous la conscription. Et Borden se laisse convaincre, si bien qu'en juillet 1917, il réussit à faire adopter par le Parlement canadien la loi de la conscription. Il va être élu là-dessus en décembre par 8 des 9 provinces canadiennes qui vont voter en faveur de la conscription, alors que le Québec va rejeter massivement la conscription. Des manifestations sont organisées à travers la province qui vont culminer en émeute pendant le week-end de Pâques 1918. Dans les rues de Québec, 4 citoyens seront tués et plusieurs autres blessés par les balles de la police militaire. De 1914 à 1918, de nombreux Canadiens iront combattre sur les champs de bataille européens. 68 300 d'entre eux y trouveront la mort. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Le Canada les imite quelques jours plus tard. C'est le 10 septembre que le Canada entre en guerre contre l'Allemagne. Et aussitôt, on se base un peu sur ce qu'on a appris de la guerre des bourgs et de la Première Guerre mondiale. C'est que ce sera le volontariat qui sera l'effort principal militaire canadien outre-mer, en tous les cas. Quand on débute la guerre, on a moins de 7000 hommes et quelques femmes dans la marine, l'armée et l'aviation à la fois. Alors c'est avec ça qu'on s'attaque à Hitler. Vous imaginez qu'Hitler n'est pas trop apeuré dans les premiers jours par le fait que le Canada soit en guerre. La majeure partie des Québécois vont
assister au déclenchement des hostilités, convaincus qu'il s'agit encore une fois d'un conflit impérial qui concerne la Grande-Bretagne et l'Allemagne et qui n'a rien à voir avec leur situation en Amérique du Nord. Mais là-dessus, les Canadiens français sont comme les Américains. Il ne faut pas oublier que les Américains, de l'autre côté de la frontière, eux aussi, ne veulent pas du tout entendre parler du conflit. Les Canadiens français sont implantés, se sont inventés un pays depuis plus longtemps que les arrivants canadiens-anglais après. Ils sont plus proches des Américains au niveau de l'isolationnisme que des Canadiens-anglais qui sont encore très proches de la mère patrie britannique. Les Canadiens français vont prendre beaucoup de temps à réaliser l'ampleur du conflit, l'ampleur également du problème. Il y a une méprise fondamentale. Ce n'est pas notre guerre. On n'est pas mêlé à cela. On ne veut pas l'entendre parler. Et surtout, on nous l'a dit qu'on n'en parlerait pas. Tandis qu'au Canada anglais, les anglophones sont d'abord très marqués par la mère patrie, le mother country, comme ils disent, et beaucoup d'entre eux sont des immigrants de deuxième génération au maximum, et ils se sentent impliqués, et eux, ils vont défendre la Grande-Bretagne. Le débat sur une éventuelle conscription s'engage au Québec. Maurice Duplessis voit là l'occasion rêvée de déclencher des élections, ce qu'il fait à la fin de septembre. Son adversaire, le libéral Adélard Godbout, reçoit un solide appui des ministres libéraux fédéraux du Québec, dont le plus connu est Ernest Lapointe. Les ministres fédéraux interviennent pour promettre que si les Québécois votent pour le Parti libéral au Québec, donc font battre Duplessis, il n'y aura pas de conscription. C'était comme une promesse. Et ça va être très important quand le premier ministre King va vouloir être relevé de cet engagement-là. Alors ça, je pense que cette promesse-là, il faut en tenir compte. C'est quelque chose d'assez fondamental chez les Québécois à ce moment-là. Duplessis s'est fait avoir parce que les libéraux ont tellement fait une belle promesse qu'il n'y aurait pas de conscription. Alors, le peuple québécois s'est plongé là-dedans. Il a dit, c'est notre police d'assurance, on vote libéral. Le 25 octobre 1939, 54% des votes vont à Adélard Godbout. Duplessis n'a plus que 15 députés à ses côtés. Il entame une traversée du désert de 5 ans. Le gouvernement fédéral a aussi fait voter la loi des mesures de guerre qui lui confère des pouvoirs considérables sur l'économie comme sur la diffusion des idées. Il a procédé ensuite à l'adoption d'un budget spécial de 100 millions de dollars pour les opérations de guerre. Dès décembre 1939, quelques milliers de soldats volontaires canadiens partent pour l'Angleterre. On a rapidement 2 divisions qui sont en Grande-Bretagne, et surtout la première division, il arrive très, très rapidement. Mais il faut beaucoup d'entraînement encore à ces hommes-là. Je vais donner un exemple qui est plus près des Canadiens français. Le Royal 22e Régiment compte moins de 200 hommes. Ça inclut ses musiciens, son cordonnier, etc. Quand on entre en guerre, il n'y a même pas suffisamment de masques à gaz pour tous ceux qui arrivent dans les premiers jours. Alors c'est comme ça partout au Canada. Alors vous comprenez que quand le régiment arrive de l'autre côté avec 900 hommes, il y en a à peu près 700 qui n'ont à peu près aucun entraînement. Et c'est comme ça, vous pouvez multiplier ça dans toutes les unités, dans l'artillerie, dans les blindés, partout. Le 25 mars 1940, le premier ministre Mackenzie King déclenche les élections fédérales que son parti remporte haut la main, grâce notamment à un appui massif des Québécois. Les libéraux sortent réconfortés de leurs 2 victoires électorales, tant québécoises que fédérales. Ils peuvent accroître leur effort de guerre sans crainte de réaction excessive du Québec. Cet effort de guerre est d'abord économique et industriel. Le chômage provoqué par la crise économique des années 30 est éradiqué. On va transporter une partie de l'industrie aéronautique britannique de ce côté-ci. Des grandes compagnies vont naître. Il y a beaucoup de contrats qui sont donnés par les Britanniques également aux Américains. Malgré le fait qu'au niveau des industries lourdes, je dirais que l'Ontario était beaucoup plus privilégié que Québec. C'est sûr qu'il y a eu à Sorel Marine Industries avec la famille Simard. Il y a eu des grands chantiers, l'avionnerie aussi. Mais je dirais que ça n'a pas laissé des traces aussi importantes. Au niveau de l'impact des grands contrats de guerre, on voit que l'Ontario va à ce moment-là prendre une avance sur le Québec assez phénoménale. Ils vont profiter des contrats de guerre beaucoup plus avec CDA, beaucoup plus que le Québec. Alors ces contrats-là vont devenir très importants pour le Canada parce que vous imaginez que la grosseur ou l'importance des armées américaines, nos échanges sont positifs, un peu comme ils sont aujourd'hui. En mai 1940, les Allemands s'abattent sur les Pays-Bas et la Belgique. Les Français et les Anglais volent à leur secours. Mal leur en prend. Les chars d'assaut allemands, appuyés par une puissante aviation, se fraient un chemin à travers la Belgique et poursuivent leur course en enfonçant les défenses françaises. Une semaine plus tard, le vieux maréchal Pétain demande l'armistice. Hitler la lui fait signer dans le même wagon de la Rotonde où, 22 ans plus tôt,
les dirigeants allemands avaient paraphé leur reddition. De Londres, le général de Gaulle lance son fameux appel à la résistance. À la suite de la défaite de la France, Hitler décide d'entamer une bataille contre la Grande-Bretagne. Ça va être la bataille d'Angleterre qui va mettre aux prises l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, contre la Royal Air Force. Si les forces armées de l'air de l'Allemagne l'emportent contre celle de la Grande-Bretagne, non seulement elle va avoir la maîtrise des airs, mais elle va pouvoir tenter une invasion du territoire britannique. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les États-Unis ne sont pas en guerre. Donc, ce qui reste vraiment de forces combattantes contre Hitler, c'est la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth, dont le Canada, évidemment, qui est le plus important à ce moment-là. Le 19 juin 1940, le ministre de la Justice et ami de Mackenzie King, Ernest Lapointe, présente au Parlement canadien un projet de loi qui permet la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles pour la défense et la sécurité du Canada. Les hommes mobilisés sont tenus à 30 jours de service militaire. Au début, on va appeler les classes 21 ans jusqu'à un certain âge, célibataires ou veufs sans enfants, etc. Mais au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça perturbe trop l'économie du pays. Et donc, on va garder les mêmes hommes qu'on a déjà appelés et qui vont être entraînés. C'est ceux-là qu'on va garder plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre, la plupart étant stationnés sur les côtes. En vertu de cette loi, tous les hommes aptes au service militaire seront enregistrés. Le très populaire Camillien Houde, maire de Montréal et député de Sainte-Marie, se déclare aussitôt contre cette conscription déguisée. Il refuse de se faire enregistrer et exhorte les Québécois à en faire autant. Le 5 août, la Gendarmerie royale du Canada l'arrête en vertu de la loi des mesures de guerre et on l'expédie dans un camp de concentration à Petawawa. Et quand il va sortir, on va le recevoir comme un grand héros. Il y a eu effectivement des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils s'étaient carrément opposés à la conscription et à l'enregistrement obligatoire au début, qui était considéré comme la première étape en vue de la conscription. Les Québécois ne se plient pas tous aux mesures fédérales. On manifeste bruyamment ou on prend la clé des champs ou encore on se réfugie dans un village perdu sous une fausse identité. Les journaux anglophones étaient assez méprisants à l'endroit du Québec. Et ça a contribué à envenimer un peu les relations entre francophones et anglophones pendant la guerre parce qu'on présentait les Canadiens français comme des peureux qui refusaient d'aller se battre et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, quand on regarde l'ensemble de la période, il y a eu quand même 19 % des effectifs qui ont participé à la guerre qui venaient des Canadiens français, du Québec et de l'extérieur. Donc, il y a eu une forte participation de volontaires dans les premières années. Actuellement, on évalue à peu près à 90 000 le nombre de Canadiens français du Québec qui seraient partis comme volontaires dans cette guerre. 90 000, c'est quand même un nombre assez impressionnant. Ça marque, en tout cas, au moins une famille. Chaque famille au Québec doit avoir au moins quelqu'un qui s'est engagé comme volontaire. Les gens ont toujours dit que c'était des gens qui étaient sans emploi, qui s'étaient enrôlés. Eh bien non, la plupart, la très grande majorité avaient un emploi ou en déclaraient un, en tous les cas. Les motivations, celle qui ressort le plus, c'est le goût de l'aventure, le goût de changer, disons, en nos mots, changer la routine de ce qu'on vivait tous les jours. Quand on sait ce que c'est que la vie d'un fantassin dans une tranchée, 1,50 par jour, ça en met beaucoup sur le goût de l'aventure. Si le jeune qui allait poser sa candidature, ce sont toujours ou presque exclusivement des jeunes qui font ça, évidemment. Si on lui avait raconté tout de suite ce qui allait probablement se passer, peut-être qu'il y en a plusieurs qui auraient fait demi-tour. Hitler, à la mi-juillet, pense encore à cette possible guerre contre l'Angleterre, à une invasion de l'île britannique, pour pouvoir la contraindre à accepter finalement la prédominance de l'hégémonie allemande sur tout le continent européen. Mais pour les généraux allemands, l'essentiel, c'est plutôt d'attaquer immédiatement l'Union soviétique et de saisir cet espace vital-là nécessaire à faire de l'Allemagne une grande puissance continentale autarcique. Le dictateur allemand a déjà conquis la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. En avril 1941, il ajoute vite la Yougoslavie et la Grèce à son tableau de chasse. Cependant, la campagne de Russie va se dérouler moins bien que prévu.
Le point tournant de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le tournant décisif à partir duquel l'Allemagne ne pourra plus espérer remporter la victoire, c'est vraiment la campagne Barbarossa, c'est-à-dire la campagne de Russie de juin à décembre 1941. Les pertes sont tellement énormes contre l'Union soviétique dès cette campagne que l'Allemagne ne pourra plus espérer remporter une victoire, mais Hitler ne veut pas conclure de paix. Il veut poursuivre la guerre jusqu'à la fin en espérant peut-être que l'Union soviétique va s'effondrer de l'intérieur ou quoi que ce soit. Stoppée devant Moscou, l'armée allemande retraite dans le froid intense des hivers russes. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir. Au même moment, au début de décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor et y détruisent presque la totalité de la flotte américaine du Pacifique. Cette agression force les États-Unis à déclarer la guerre au Japon et à ses deux alliés de l'Axe, l'Italie et l'Allemagne. Au début de l'année 1942, le chef d'État canadien est toujours lié par ses engagements, mais la pression des partisans de l'effort de guerre total s'accroît. De la même façon qu'en 1917, on n'arrive pas à gagner ce pari. Il n'y a pas assez d'hommes qui s'engagent volontairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes qui sont au combat, qui sont sur le front, ont besoin d'être relevés, si l'on peut dire. Il faut qu'ils puissent prendre des congés. Ce sont des hommes qui sont exténués, qui sont fatigués. Cela fait déjà 2-3 mois qu'ils combattent. Le ministre Alstom a fait pression auprès de Mackenzie King. Il dit, bon, il faudrait quand même songer à envoyer des conscrits outre-mer. Mackenzie King ne veut pas, refuse. Le gouvernement libéral de Mackenzie King a toujours été préoccupé d'essayer de sauver l'unité nationale. Et en ce sens-là, il y avait très peur de refaire l'erreur de la Première Guerre mondiale, parce que dans l'imaginaire des Québécois, on se rappelait toujours la conscription avec Borden lors de la Première Guerre mondiale, et ça, c'était le truc qui était le plus, dont qu'on craignait le plus. Il décide alors de tenir un référendum qui le libérerait de ses promesses antérieures. Il aura lieu le 27 avril 1942. Les Canadiens devront répondre à la question suivante par un oui ou un non. Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation résultant d'engagements antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation pour le service militaire? Dès l'annonce de la tenue d'un tel référendum, Maxime Raymond, député de Beauharnois, Georges Pelletier, directeur du Devoir, André Laurendeau, Gérard Filion et Jean Drapeau fondent la Ligue pour la défense du Canada. Sa position est simple, elle dit pourquoi envoyer des conscrits alors que, bon, notre propre pays, on n'est même pas sûr de pouvoir le défendre correctement. Et c'est là le coup de génie de la Ligue pour la défense du Canada et aussi d'Henri Bourassa, qui réapparaît à ce moment-là. On crée la Ligue pour la défense du Canada. C'est-à-dire qu'on veut promouvoir un Canada indépendant qui n'est plus soumis à la Grande-Bretagne aux décisions. Souvent, d'ailleurs, la Ligue de défense du Canada prend l'exemple de l'Australie qui a envoyé ses hommes les mieux formés, les mieux préparés en Grande-Bretagne et qui maintenant, avec l'avance des troupes japonaises dans le Pacifique, est menacée alors que les meilleurs hommes sont partis. Donc, c'est un parallèle qui est souvent fait par les leaders de ce mouvement-là. Parce que la Ligue pour la défense du Canada n'avait pratiquement pas de moyens. On s'est lancé dans une improvisation totale avec peu de ressources financières et surtout, à l'époque, il faut pas oublier qu'il y avait le rationnement. Donc, pour avoir de l'essence, pour avoir du temps d'antenne, il fallait la permission du gouvernement, il fallait l'autorisation du censeur, de sorte qu'on a purement et simplement profité des réseaux, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, des réseaux qui existaient chez les nationalistes de l'époque pour lancer de toutes pièces une organisation qui a duré quelques mois et qui pouvait rassembler facilement dans une petite ville comme Granby, comme Victoriaville, des foules de 5, 6 000, 10 000 personnes, ce qui s'était jamais vu depuis pas mal longtemps. Et ils avaient une influence considérable grâce à la radio. Radio-Canada leur était interdit par décision du gouvernement fédéral. Mais ils achetaient du temps d'antenne et avec les moyens du bord, ils gravaient des disques qui étaient joués un peu partout au Québec. Et les gens découvraient autour de Maxime Raymond, d'André Laurendeau, de Michel Chartrand, de Jean Drapeau, toute une série de jeunes qui répondaient à leurs attentes et qui prenaient en quelque sorte le relais des attitudes qui avaient été bien cimentées depuis la première crise de la conscription, celle de 1917.
En fait, les milieux nationalistes mènent une campagne absolument vigoureuse et victorieuse, puisqu'au bout de la ligne, il y a 71% du Québec qui va voter non. Au Canada, évidemment, c'est 63% en faveur du oui. Mais si on prend le Québec, si on exclut les anglophones du Québec, c'est 85% des Canadiens français du Québec qui ont voté non. Donc, massivement au Québec, on ne veut pas de conscription. Dans la foulée de l'échec référendaire en 1942, les milieux nationalistes s'agitent sérieusement. À l'avant-plan figure le député fédéral Maxime Raymond qui a claqué la porte du Parti libéral. Maxime Raymond faisait partie de la bonne bourgeoisie de Montréal. Son père était un industriel important et toute la famille jouait un rôle important dans le milieu des affaires de Montréal. Son frère, par exemple, était sénateur et aussi propriétaire des Canadiens de Montréal. C'est un milieu important qui, par exemple, a sa table à l'hôtel Windsor, où on retrouve les gens des affaires à Montréal, les francophones notamment, mais aussi les anglophones. Et Maxime Raymond est une figure importante du Parti libéral fédéral. Il est depuis longtemps député de Beauharnois et il faudra de sa part beaucoup de courage pour rompre avec tous ces liens et se mettre à l'extérieur, en quelque sorte, de ce qui était son milieu naturel. Plusieurs le considèrent comme le fils spirituel du grand Henri Bourassa. Il préconise l'indépendance totale du Canada vis-à-vis le Commonwealth et il croit possible une égalité des deux nations canadiennes. Le Bloc populaire est né officiellement en octobre 1942, c'est-à-dire exactement 6 mois après la crise de la conscription. En fait, Maxime Raymond et toute une équipe autour de lui, animée en arrière-plan par le chanoine Groulx, il ne faut pas l'oublier, annonce la création d'un nouveau parti qui irait à la fois sur la scène fédérale et sur la scène québécoise, le Bloc populaire canadien. Le fameux René Chaloux, député indépendant, fait aussitôt savoir qu'il soutiendra Raymond. Sa position fait le poids. Il est encore auréolé d'un acquittement à la suite d'un mauvais procès que les autorités fédérales lui ont fait en vertu de la loi des mesures de guerre. Le noyau de ce nouveau parti est constitué d'une trentaine de militants nationalistes de Montréal et de Québec. Certains sont fort connus et appréciés, comme le fameux Dr Hamel ou le fondateur de l'Action libérale, Paul Gouin. Le Bloc, on ne sait peut-être pas, va pendant plusieurs mois être vraiment l'enfant chéri de l'Ordre de Jacques Cartier, c'est-à-dire la Patente, cette organisation secrète extrêmement influente au Québec et au Canada français. Et pendant 1 an et demi à peu près, la Patente va considérer que le Bloc est l'organisme qui devrait permettre aux Québécois, aux Canadiens français, comme on disait à l'époque, de sortir de leur situation de second plan et d'accéder au poste de commande. Dans l'armée, les francophones étaient maltraités. Il n'y avait pas de formation, par exemple, dans les services techniques. Il n'y avait pas d'école technique en français. Les cours de langue étaient très mal donnés, si bien qu'il y avait très peu de francophones, ni dans l'aviation et dans la marine. C'était presque exclusivement britannique. C'était la Royal Air Force, c'était la Navy britannique. En fait, les Canadiens français avaient, même dans l'armée, des postes souvent subalternes dans les services techniques et c'était dans l'infanterie essentiellement. Alors, le Bloc va permettre la diffusion de son programme, qui est un message nouveau, dans lequel, par exemple, on parle de nationalisation, on parle de scolarité poussée, et surtout, ce qui est important pour l'époque, après la grande misère de la crise des années 30, on a un programme franchement urbain. On s'occupe non plus de la colonisation, qui est complètement finie, qui est un rêve utopique. On s'occupe plus de promesses qui ne seraient que rurales. On s'occupe du sort des urbains. Le Bloc est à peine fondé que doit se tenir une élection complémentaire fédérale dans le comté montréalais d'Outremont en novembre 1942. Le premier ministre King compte y faire élire le général Laflèche, à qui il vient de confier le ministère de la Défense nationale. Le Bloc populaire ne brigue pas officiellement les suffrages, mais il y dépêche un jeune avocat nationaliste. Il s'appelle Jean Drapeau. Son organisateur électoral est un certain Michel Chartrand. Tous les dirigeants du Bloc populaire défilent sur les estrades électorales outremontaises. Le Bloc populaire a été une école et un lieu de rassemblement important pour cette jeune génération qui, autrement, aurait eu les ailes brisées par la Deuxième Guerre mondiale. En fait, toute une génération qu'on va retrouver partout dans les années 50 et 60. Cette génération-là va se retrouver dans le contexte de réflexion et ensuite d'ébullition qui nous amène à la Révolution tranquille.
Il va y avoir le débarquement de Dieppe en août 1942 qui va se révéler un véritable fiasco, en partie à cause d'un manque de préparation, mais aussi parce que les troupes allemandes sont encore très fortes sur le front de l'Ouest. C'est en 1942 que le vent commence à tourner en faveur des Alliés. Début juin, dans le Pacifique, les Américains gagnent la bataille de Midway. À la fin de l'année, les Russes contiennent les Allemands devant Stalingrad, puis passent à la contre-attaque. Il va y avoir un débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942 qui va se poursuivre par des débarquements successifs en Italie. L'idée alors des alliés occidentaux, notamment de Churchill, est d'attaquer l'Allemagne par son point faible. Et son point faible, c'est son allié, l'Italie. Et c'est d'attaquer donc l'Allemagne par la Méditerranée. À la mi-août 1943, Mackenzie King reçoit les chefs politiques alliés à Québec, soit Winston Churchill et Franklin Roosevelt. C'est là que sont esquissés les plans du débarquement de Normandie qui aura lieu le 6 juin 1944. À ce moment-là, le rapport de force en Europe est de 5 pour 1 pour les Alliés. Alors, les chances de succès des Alliés est énorme et ce débarquement-là va être un franc succès. 130 000 hommes vont débarquer sur les plages le premier jour. Seulement 10 000 pertes du côté des Alliés. Il y a environ 10 000 avions de combat du côté des Alliés qui survolent au-dessus des plages normandes dans les jours suivant le débarquement. Et il y a à peine 300 avions allemands pour leur faire face. Après le débarquement, les troupes n'ont pas avancé aussi vite que prévu. Donc, on a eu des pertes jusqu'au mois d'août 1944, jusqu'à la bataille de Falaise. La progression des troupes canadiennes a été très difficile. Pour montrer jusqu'à quel point c'est vraiment l'Union soviétique qui est important pour les Allemands, lors du débarquement de Normandie, les Allemands n'ont mobilisé environ qu'une 50aine de divisions en France pour faire face aux Alliés. Alors qu'il y en a 185 sur le front de l'Est contre l'Union soviétique et une 50aine en Italie. Ça montre à quel point, quel est le véritable enjeu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment une guerre idéologique contre l'Union soviétique. Évidemment, après que la bataille de Normandie est terminée, on roule et dans quelques jours, on est rendu en Belgique. Un des grands moments canadiens, mais encore c'est souvent effacé, c'est sans doute la bataille de l'Escaut à l'automne 1944, où il faut libérer l'estuaire de l'Escaut pour permettre aux navires d'aller jusqu'à la ville d'Anvers, qui avait été libérée, mais les Allemands détenaient encore l'estuaire. Il y a des hommes qui sont là-bas, qui sont des volontaires, qui sont tous partis comme volontaires, parce qu'on n'a envoyé aucun conscrit encore outre-mer. Des hommes qui se battent, qui souffrent et qui n'arrivent pas, et qu'on ne peut pas remplacer. Bon, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont épuisés. Le 22 novembre 1944, Mackenzie King convoque une session spéciale de la Chambre des communes. Le lendemain, il y fait approuver un décret autorisant que 16 000 soldats ne soient pas des volontaires, mais qu'ils soient tirés directement du contingent de recrues. La guerre est à peu près finie. Il faut dire aussi que, bon, ces conscrits, on les a ramassés un peu partout au Canada. On les a promenés pas mal avant de les envoyer. Parce qu'encore une fois, c'était une autre façon de retarder l'échéance. Lors de l'élection provinciale d'août 1944, l'aile québécoise du Bloc populaire récolte 180 000 voix et fait élire 4 députés, dont le jeune André Laurendeau dans Montréal-Laurier. L'Union nationale de Maurice Duplessis reprend le pouvoir à Québec. Celui-ci demande en vain le rappel de la mesure décrétée par le gouvernement de Mackenzie King. Le 8 février 1945, les troupes alliées qui ont passé l'hiver sur les rives du Bas-Rhin donnent l'assaut final sur toute l'étendue du front et refoulent les Allemands profondément dans leur territoire. La campagne en Hollande, évidemment, ce sont des grands moments pour les Canadiens et pour les Alliés en général, mais pour les Canadiens, plus peut-être par le fait qu'ils ont réussi à stabiliser le front et à s'entendre avec les Allemands pour que la population hollandaise soit ravitaillée, parce que à ce moment-là de la guerre, les Hollandais souffraient en fait presque de famine, et on a pu réussir à arrêter les combats, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, et très important même pour les Hollandais qui s'en souviennent encore aujourd'hui. À l'Est, les Soviétiques mettent les bouchées doubles et finissent par opérer leur jonction avec les Américains. Les carottes des nazis sont cuites. Ils capitulent le 7 mai 1945. La Deuxième Guerre mondiale va finir avant que le Canada doive envoyer d'autres conscrits au combat.
Avec le retour des militaires, les témoignages qui sont livrés, c'est comme si on réalisait inconsciemment que collectivement on s'est trompé et qu'on est passé à côté du sens de ce conflit, qui était un conflit entre deux idéologies, l'idéologie démocratique à laquelle on croit toujours et l'idéologie nationale-socialiste totalitaire d'Hitler. Et on a l'impression de vouloir oublier cela parce qu'on réalise inconsciemment qu'on s'est trompé. L'objet de ma thèse de doctorat, c'était la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale dans la société canadienne, française, québécoise, à travers trois médiums particuliers, les journaux, les romans et les manuels scolaires. Si je prends par exemple les manuels scolaires, dans les années 50, essentiellement, on parle des événements militaires. C'est une succession de dates, de batailles, de campagnes. Dans les années 60, c'est la montée du mouvement indépendantiste. Aussi, il y a l'influence de toute la pensée de la décolonisation. Les Québécois commencent à se considérer d'abord comme Québécois. Ils commencent à regarder la guerre avec ces yeux-là. L'essai d'André Laurendeau, La crise de la conscription, présente les Québécois comme un petit peuple qui est embarqué dans une guerre dans laquelle ils n'ont aucun pouvoir de décision. Qu'est-ce qu'on voit dans ces manuels à partir des années 80? Le plébiscite de 1942 prend une place très grande. Il y a même dans certains manuels, ça ouvre carrément le chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale. On parle très peu des événements militaires. Ce qui concerne les batailles, l'engagement des Canadiens et des Canadiens français dans l'armée, c'est réduit à très peu de choses. On met beaucoup l'accent sur la crise de la conscription. Une des erreurs les plus fréquentes que j'ai pu relever, c'est qu'on laisse entendre que le 27 avril, on a voté, les Canadiens français du Québec ont voté non à la conscription, et que dès le lendemain, on a envoyé les Canadiens français au bout du fusil se battre outre-mer, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Tout cela pour dire que la façon dont on se souvient du passé est souvent très émotive et s'articule en fonction de nos aspirations. Et quelquefois, c'est un peu au mépris de la vérité historique, ou en tout cas de certaines nuances. Quand vous parlez des anciens combattants du reste du Canada, comme ça m'arrive assez fréquemment, je dois dire qu'eux aussi trouvent qu'on ne met pas assez d'emphase ou qu'on ne raconte pas l'histoire de ce qui s'est véritablement déroulé durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne fait pratiquement pas référence au rôle militaire du Canada durant cette guerre. Il y a une partie de l'intelligentsia québécoise qui, pour prendre le mot de Pierre-Éliott Trudeau dans ses mémoires, passe à côté de l'histoire. Et ça, c'est assez difficile à admettre quand on entend un homme intelligent comme Pierre-Éliott Trudeau dire qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Il y en a peut-être aussi dans l'élite qui ont eu certains remords et qui n'avaient pas trop à mettre en exergue le rôle qu'ils avaient joué pour éviter cette guerre, finalement, et pour eux et pour ceux qui les entouraient. Ils n'étaient pas capables, les Canadiens français de l'époque, de voir clairement les enjeux. Ils voyaient ça comme une guerre britannique alors qu'on était dans une guerre mondiale. Les intérêts, c'était le fascisme, c'était pas les intérêts impérialistes de l'Angleterre. On peut comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas voir ça, compte tenu du fait qu'ils étaient dominés dans cette structure politique, dominés dans l'armée, donc ils n'étaient pas très sympathiques à cette participation-là. On en est même arrivé au point de dire, dans certains cas, qu'on n'avait pas participé à cette guerre-là, où l'on parle uniquement des déserteurs, de ceux qui se sont cachés. Lorsqu'on parle à des Québécois encore aujourd'hui, tout le monde va parler du grand-oncle ou du grand-père qui s'est caché dans les bois pour pas aller à la guerre, etc. Mais très peu vont parler spontanément du grand-père, de l'oncle, en tout cas de quelqu'un de la famille qui s'est engagé volontairement. Moi, je ne lance la pierre à personne, surtout quand on sait à quel point on nous avait lavé le cerveau pendant 20 ans entre les deux guerres sur le sens de notre non-participation et sur le sens de ce qu'allait être le prochain conflit. Ce qui fait qu'on ne s'est pas intéressé à la nature du combat qui se déroulait en Europe et qui opposait la civilisation à une forme de barbarie. Il ne faut pas quand même mâcher les mots. C'est pas normal pour un peuple de ne pas se préoccuper davantage des questions internationales. Si on était un peuple normal, ouvert sur le monde, on s'intéresserait à notre armée, on s'intéresserait à ce qui se passe dans le monde.
la haute bourgeoisie allemande, les dirigeants militaires ont souscrit à son accession au pouvoir parce que pour eux, Hitler était l'homme qui pouvait permettre de réaliser leurs objectifs, c'est-à-dire affranchir l'Allemagne des contraintes du traité de Versailles, qui limitaient lourdement la souveraineté de leur pays, mais aussi de pouvoir reconquérir un espace vital en Europe de l'Est, aux dépens de l'Union soviétique, mettre la main sur l'Ukraine, considérée comme le grenier à blé de l'Europe, mettre la main sur la région du Caucase, riche en matières premières, en ressources pétrolières. En mars 1933, le Japon quitte la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, qui l'a blâmé pour son agression de la Mandchourie. Au mois d'octobre suivant, c'est au tour de l'Allemagne hitlérienne de claquer la porte. Le Führer n'est pas content de la tournure qui prennent les discussions sur le désarmement. En 1935, Hitler décrète le retour du service militaire obligatoire en Allemagne, qui constitue une entrave au traité de Versailles. L'année suivante, il remilitarise la région de la Rhénanie, ce qui constitue une autre entrave au traité de Versailles. Mussolini a également pour idée d'agrandir l'Empire italien. Il envahit l'Éthiopie en 1935 et à ce moment-là, la Société des Nations va condamner l'action militaire des Italiens et va imposer un embargo contre l'Italie. Et Hitler va saisir l'occasion, il va venir en aide immédiatement à l'Italie en lui procurant des matières premières qui lui font défaut, ce qui va aider au rapprochement entre Berlin et Rome. Et à partir de ce moment-là, Hitler va débuter son programme d'expansion à l'Est, notamment avec l'annexion de l'Autriche en mars 1938. Et il va se poursuivre ensuite par l'annexion des Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie, peuplée essentiellement d'Allemands, majoritairement d'Allemands. Hitler prépare la guerre, mais à Londres, Paris ou Washington, on rêve de paix. En septembre 1938, à Munich, se tient une conférence qui réunit les gouvernants français, anglais, allemands et italiens. Hitler promet d'être sage, les Anglais et les Français rentrent chez eux rassurés. Un mois après les accords de Munich, il va déjà revendiquer la ville de Danzig et le corridor polonais qui avait été octroyé par le traité de Versailles à la Pologne. Et en mars 1939, Hitler poursuit son programme d'annexion en mettant la main au reste de la Tchécoslovaquie, qui va tomber sous protectorat de l'Allemagne. Mussolini emboîte le pas au Führer. L'Italie met la main sur l'Albanie. Il flotte une très forte odeur de poudre sur toute l'Europe et elle se sent jusqu'ici. L'opinion publique, tant canadienne que québécoise, s'inquiète. Si jamais la Grande-Bretagne entrait en guerre contre l'Allemagne, quelle devrait être la position du Canada? C'est pas la première fois que se pose le problème de la participation du Canada à une guerre étrangère. Dès 1899, par exemple, avec la guerre des Boers, on pose la question. Les Boers habitent le sud de l'Afrique, l'État libre d'Orange et le Transvaal, et c'est un des rares peuples africains à avoir résisté au 19e siècle à l'Angleterre. Voilà qu'arrive 1899, l'Angleterre dépêche sur place 360 000 soldats. Laurier, qui est premier ministre à ce moment-là, a subi de très fortes pressions du Canada anglais, de membres de son cabinet. Mais au Québec, il y a tout un courant dirigé par Henri Bourassa qui dit non, faut pas s'engager, ça, on va créer là un précédent. Mais finalement, Laurier décide que oui, le Canada va prendre fait et cause pour l'Angleterre. Ça va être une participation modeste, 8 millions de dollars, 3300 soldats, mais il n'empêche Hitler, c'est la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth, dont le Canada, évidemment, qui est le plus important à ce moment-là. Le 19 juin 1940, le ministre de la Justice et ami de Mackenzie King, Ernest Lapointe, présente au Parlement canadien un projet de loi qui permet la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles pour la défense et la sécurité du Canada. Les hommes mobilisés sont tenus à 30 jours de service militaire. Au début, on va appeler les classes 21 ans jusqu'à un certain âge, célibataire ou veuf sans enfants, etc. Mais au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça perturbe trop l'économie du pays. Et donc, on va garder les mêmes hommes qu'on a déjà appelés et qui vont être entraînés. C'est ceux-là qu'on va garder plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre, la plupart étant stationnés sur les côtes. En vertu de cette loi, tous les hommes aptes au service militaire seront enregistrés. Le très populaire Camillien Houde, maire de Montréal et député de Sainte-Marie, se déclare aussitôt contre cette conscription déguisée. Il refuse de se faire enregistrer et exhorte les Québécois à en faire autant. Le 5 août,
La Gendarmerie royale du Canada l'arrête en vertu de la loi des mesures de guerre et on l'expédie dans un camp de concentration à Petawawa. Et quand il va sortir, on va le recevoir comme un grand héros. Il y a eu effectivement des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils s'étaient carrément opposés à la conscription et à l'enregistrement obligatoire au début, qui était considéré comme la première étape en vue de la conscription. Les Québécois ne se plient pas tous aux mesures fédérales. On manifeste bruyamment ou on prend la clé des champs ou encore on se réfugie dans un village perdu sous une fausse identité. Les journaux anglophones étaient assez méprisants à l'endroit du Québec. Et ça a contribué à envenimer un peu les relations entre francophones et anglophones pendant la guerre parce qu'on présentait les Canadiens français comme des peureux qui refusaient d'aller se battre et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, quand on regarde l'ensemble de la période, il y a eu quand même 19 % des effectifs qui ont participé à la guerre qui venaient des Canadiens français, du Québec et de l'extérieur. Donc, il y a eu une forte participation de volontaires dans les premières années. Actuellement, on évalue à peu près à 90 000 le nombre de Canadiens français du Québec qui seraient partis comme volontaires dans cette guerre. 90 000, c'est quand même un nombre assez impressionnant. Ça marque, en tout cas, au moins une famille. Chaque famille au Québec doit avoir au moins quelqu'un qui s'est engagé comme volontaire. Les gens ont toujours dit que c'était des gens qui étaient sans emploi, qui s'étaient enrôlés. Eh bien non, la plupart, la très grande majorité avaient un emploi ou en déclaraient un, en tous les cas. Les motivations, celle qui ressort le plus, c'est le goût de l'aventure, le goût de changer, disons, en nos mots, changer la routine de ce qu'on vivait tous les jours. Quand on sait ce que c'est que la vie d'un fantassin dans une tranchée, 1,50 $ par jour, ça en met beaucoup sur le goût de l'aventure. Si le jeune qui allait poser sa candidature, ce sont toujours ou presque exclusivement des jeunes qui font ça, évidemment, si on lui avait raconté tout de suite ce qui allait probablement se passer, peut-être qu'il y en a plusieurs qui auraient fait demi-tour. Hitler, à la mi-juillet, pense encore à cette possible guerre contre l'Angleterre, à une invasion de l'île britannique, pour pouvoir la contraindre à accepter finalement la prédominance de l'hégémonie allemande sur tout le continent européen. Mais pour les généraux allemands, l'essentiel, c'est plutôt d'attaquer immédiatement l'Union soviétique et de saisir cet espace vital-là nécessaire à faire de l'Allemagne une grande puissance continentale autarcique. Le dictateur allemand a déjà conquis la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. En avril 1941, il ajoute vite la Yougoslavie et la Grèce à son tableau de chasse. Cependant, la campagne de Russie va se dérouler moins bien que prévu. Le point tournant de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le tournant décisif. Elle dit, c'est notre police d'assurance, on vote libéral. Le 25 octobre 1939, 54 % des votes vont à Adélard Godbout. Duplessis n'a plus que 15 députés à ses côtés. Il entame une traversée du désert de 5 ans. Le gouvernement fédéral a aussi fait voter la loi des mesures de guerre qui lui confère des pouvoirs considérables sur l'économie comme sur la diffusion des idées. Il a procédé ensuite à l'adoption d'un budget spécial de 100 millions de dollars pour les opérations de guerre. Dès décembre 1939, quelques milliers de soldats volontaires canadiens partent pour l'Angleterre. On a rapidement 2 divisions qui sont en Grande-Bretagne et surtout la première division, il arrive très, très rapidement. Mais il faut beaucoup d'entraînement encore à ces hommes-là. Je vais donner un exemple qui est plus près des Canadiens français. Le Royal 22e Régiment compte moins de 200 hommes. Ça inclut ses musiciens, son cordonnier, etc. Quand on entre en guerre, il n'y a même pas suffisamment de masques à gaz pour tous ceux qui arrivent dans les premiers jours. Alors c'est comme ça partout au Canada. Alors vous comprenez que quand le régiment arrive de l'autre côté avec 900 hommes, il y en a à peu près 700 qui n'ont à peu près aucun entraînement. Et c'est comme ça, vous pouvez multiplier ça dans toutes les unités, dans l'artillerie, dans les blindés, partout. Le 25 mars 1940, le premier ministre Mackenzie King déclenche les élections fédérales que son parti remporte haut la main, grâce notamment à un appui massif des Québécois. Les libéraux sortent réconfortés de leurs 2 victoires électorales, tant québécoises que fédérales. Ils peuvent accroître leur effort de guerre sans crainte de réaction excessive du Québec. Cet effort de guerre est d'abord économique et industriel. Le chômage provoqué par la crise économique des années 30 est éradiqué. On va transporter une partie de l'industrie aéronautique britannique de ce côté-ci. Les grandes compagnies vont naître. Il y a beaucoup de contrats qui sont donnés par les Britanniques également aux Américains. Malgré le fait qu'au niveau des industries lourdes, je dirais que l'Ontario était beaucoup plus privilégié que Québec. C'est sûr qu'il y a eu à Sorel, Marine Industries avec la famille Simard, il y a eu des grands chantiers, l'avionnerie aussi, mais je dirais que ça n'a pas laissé des traces aussi importantes. Au niveau
l'impact des grands contrats de guerre, on voit que l'Ontario va à ce moment-là prendre une avance sur le Québec assez phénoménale. Ils vont profiter des contrats de guerre beaucoup plus avec CDR, beaucoup plus que le Québec. Alors ces contrats-là vont devenir très importants pour le Canada parce que vous imaginez avec la grosseur ou l'importance des armées américaines, nos échanges sont positifs, un peu comme ils sont aujourd'hui. En mai 1940, les Allemands s'abattent sur les Pays-Bas et la Belgique. Les Français et les Anglais volent à leur secours, mal leur en prend. Les chars d'assaut allemands, appuyés par une puissante aviation, se fraient un chemin à travers la Belgique et poursuivent leur course en enfonçant les défenses françaises. Une semaine plus tard, le vieux maréchal Pétain demande l'armistice. Hitler la lui fait signer dans le même wagon de la Rotonde où, 22 ans plus tôt, les dirigeants allemands avaient paraphé leur reddition. De Londres, le général de Gaulle lance son fameux appel à la résistance. À la suite de la défaite de la France, Hitler décide d'entamer une bataille contre la Grande-Bretagne. Ça va être la bataille d'Angleterre qui va mettre aux prises l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, contre la Royal Air Force. Si les forces armées de l'air de l'Allemagne l'emportent contre celles de la Grande-Bretagne, non seulement elle va avoir la maîtrise des airs, mais elle va pouvoir tenter une invasion du territoire britannique. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les États-Unis ne sont pas en guerre. Donc, ce qui reste vraiment de forces combattantes contre... En ce début de l'année 1942, l'issue des combats en Europe comme dans le Pacifique est incertaine. Le commun des mortels ne peut pas savoir que cette année-là va marquer un tournant dans la guerre. En 1940 et 1941, la Grande-Bretagne de Winston Churchill a dû tenir le coup à peu près seule devant les assauts répétés des hordes nazies. Mais, comme va le prouver la suite de l'histoire, la mise en cause de l'URSS et des États-Unis va renverser l'équilibre des forces. Pour les Canadiens, de Vancouver à Halifax, la grande affaire du moment est celle du référendum. Il ne faut cependant pas être devin pour en deviner le résultat. Pour une première fois au pays, on a sondé les esprits selon les méthodes du docteur George Gallup, qui ont fait leurs preuves en Angleterre et aux États-Unis. Une fois de plus, elles s'avéreront justes. En 1942, c'est surtout toute la guerre qui occupe la place. Depuis 1939, le gouvernement fédéral a pu accroître ses pouvoirs au détriment des provinces. Il gouverne même par décret. Il a créé le ministère des Munitions et de l'Approvisionnement. Il invite les usines à se transformer en usines de guerre. Il invite, faute d'hommes, il invite les femmes à entrer sur le marché du travail. D'ailleurs, c'est le gouvernement fédéral, dès 1942, qui va créer les garderies au Canada. Et tous les produits de consommation courante sont rationnés. Le pain, le lait, l'huile, le beurre, le cuir, la laine, le bois de chauffage. Tout est rationné au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les Canadiens vont faire un grand effort de guerre à ce moment-là. De 1939 à 1945, ils vont souscrire 12 milliards de dollars pour l'achat de bons de la victoire. C'est la deuxième fois dans ce siècle, qui n'a pas 50 ans, que le monde est à feu et à sang. Le 11 novembre 1918, l'armistice est conclu. En 1919, les adversaires d'hier signent le traité de Versailles qui, entre autres choses, redessine la carte de l'Europe et limite le champ d'action de l'armée allemande. En quelque sorte, le traité de Versailles est considéré en Allemagne comme un diktat, c'est-à-dire une paix imposée par les vainqueurs aux vaincus. Il a été préparé en l'absence des vaincus, l'Allemagne, entre autres, et on a lancé un ultimatum en juin 1919 au gouvernement allemand, selon lequel s'il ne signait pas ce traité, alors les Alliés reprendraient les opérations militaires contre l'Allemagne. Et dès le départ, il y a un profond révisionnisme en Allemagne, c'est-à-dire que dans toutes les couches de la société allemande, on retrouve des gens qui veulent revoir ce traité de Versailles-là. Et non seulement chez les factions politiques extrémistes, la droite conservatrice entre autres, mais également chez les démocrates. Le traité limite les forces allemandes à un maximum de 100 000 hommes et interdit à l'armée la possession de chars d'assaut, d'artillerie lourde et d'avions de combat.
Évidemment, les militaires vont chercher un moyen pour pouvoir contourner ces clauses du traité de Versailles. Ils vont conclure un traité avec l'Union soviétique en 1921 par lequel l'Union soviétique va fabriquer des chars d'assaut, des avions de combat pour le compte de l'Allemagne. Et l'Allemagne va envoyer des soldats en Union soviétique pour s'entraîner, manier ces nouveaux armements. Dans le fond, l'armée allemande, dès le début des années 20, prépare déjà la nouvelle guerre, cette guerre de revanche. Les lourdes réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles, de même que la dépression mondiale des années 30, plongent le pays dans un marasme économique sans précédent. Le marque allemand ne vaut plus rien, le chômage est endémique. Ce contexte pénible favorise l'ascension d'Adolf Hitler qui prend le pouvoir le 30 janvier 1933. Il a créé là un précédent et le problème va se poser à nouveau en 1917. En mai 1917, précisément, le premier ministre canadien Borden, cette fois-ci, est convoqué à Londres. Il se fait dire à Londres, cher copain, la guerre dure, on manque de soldats. Il va falloir que vous décrétiez chez vous la conscription. Et Borden se laisse convaincre, si bien qu'en juillet 1917, il réussit à faire adopter par le Parlement canadien la loi de la conscription. Il va être élu là-dessus en décembre par 8 des 9 provinces canadiennes qui vont voter en faveur de la conscription, alors que le Québec va rejeter massivement la conscription. Des manifestations sont organisées à travers la province qui vont culminer en émeute pendant le week-end de Pâques 1918. Dans les rues de Québec, 4 citoyens seront tués et plusieurs autres blessés par les balles de la police militaire. De 1914 à 1918, de nombreux Canadiens iront combattre sur les champs de bataille européens. 68 300 d'entre eux y trouveront la mort. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Le Canada les imite quelques jours plus tard. C'est le 10 septembre que le Canada entre en guerre contre l'Allemagne. Et aussitôt, on se base un peu sur ce qu'on a appris de la guerre des bourgs et de la Première Guerre mondiale. C'est que ce sera le volontariat qui sera l'effort principal militaire canadien outre-mer en tous les cas. Quand on débute la guerre, on a moins de 7000 hommes et quelques femmes dans la marine, l'armée et l'aviation à la fois. Alors c'est avec ça qu'on s'attaque à Hitler. Vous imaginez qu'Hitler n'est pas trop apeuré dans les premiers jours par le fait que le Canada soit en guerre. La majeure partie des Québécois vont assister au déclenchement des hostilités, convaincus qu'il s'agit encore une fois d'un conflit impérial qui concerne la Grande-Bretagne et l'Allemagne et qui n'a rien à voir avec leur situation en Amérique du Nord. Mais là-dessus, les Canadiens français sont comme les Américains. Il ne faut pas oublier que les Américains, de l'autre côté de la frontière, eux aussi, ne veulent pas du tout entendre parler du conflit. Les Canadiens français sont implantés, se sont inventés un pays depuis plus longtemps que les arrivants canadiens-anglais après. Ils sont plus proches des Américains au niveau de l'isolationnisme que des Canadiens-anglais qui sont encore très proches de la mère patrie britannique. Les Canadiens français vont prendre beaucoup de temps à réaliser l'ampleur du conflit, l'ampleur également du problème. Il y a une méprise fondamentale. Ce n'est pas notre guerre. On n'est pas mêlé à cela. On ne veut pas l'entendre parler. Et surtout, on nous l'a dit qu'on n'en parlerait pas. Tandis qu'au Canada anglais, les anglophones sont d'abord très marqués par la mère patrie, le mother country, comme ils disent, et beaucoup d'entre eux sont des immigrants de 2e génération au maximum, et ils se sentent impliqués, et eux, ils vont défendre la Grande-Bretagne. Le débat sur une éventuelle conscription s'engage au Québec. Maurice Duplessis voit là l'occasion rêvée de déclencher des élections, ce qu'il fait à la fin de septembre. Son adversaire, le libéral Adélard Godbout, reçoit un solide appui des ministres libéraux fédéraux du Québec, dont le plus connu est Ernest Lapointe. Les ministres fédéraux interviennent pour promettre que si les Québécois votent pour le Parti libéral au Québec, donc font battre Duplessis, il n'y aura pas de conscription. C'était comme une promesse. Et ça va être très important quand le premier ministre King va vouloir être relevé de cet engagement-là. Alors ça, je pense que cette promesse-là, il faut en tenir compte. C'est quelque chose d'assez fondamental chez les Québécois à ce moment-là. Duplessis s'est fait avoir parce que les libéraux ont tellement fait une belle promesse qu'il n'y aurait pas de conscription. Alors, le peuple québécois a plongé là-dedans.